il répond aux invitations. Chers Congolais, téléspectateurs, de sorte qu'il apporte de la lumière à nos différents sujets. Rachidine Diama, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je profite de saluer tous les Congolais qui nous suivent en ces moments, le parent, les élèves, les chefs d'établissement, le ministre, en particularité l'autorité des références de mon parti politique AREP, Maître Guy Luando. Merci pour son calme, pour son leadership à côté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je salue également Maman Deborah Luando, une femme de foi, une femme de vision, une femme de compassion, une femme d'impact social durable, courageuse et au cœur philanthropique, en synergie toujours avec l'excellence Guy Luando. Sans oublier le coordonnateur national de Vidal Fondation, l'homme aux cheveux blancs, M. Dey Miller Tiama, pour ses conseils, pour ses coachings à la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Très bien, merci. On va dire un grand merci à Moros Sandemia qui est là. Et puis à Paty Salé. Au passage, vous allez quand même nous permettre, c'est un jour de gloire, un jour de joie, une date glorieuse où notre ami et frère, confrère, collègue, Charlie Kitenge, fête son anniversaire aujourd'hui. Charlie Kitenge, joyeux anniversaire, succès, longévité et plein de bonnes choses à toi, cher frère, de là où tu nous suis certainement depuis ton bureau de travail. Et donc, je crois que le soir, on va se retrouver quelque part autour d'une table pour quand même célébrer cette date qui t'a vu naître. Allez, merci. On va prendre la thématique. Nous allons parler, mesdames et messieurs, du système éducatif en République démocratique du Congo. Ce système structuré en primaire, secondaire et supérieur vise l'éducation des bases obligatoires qui est regroupée de 5 à 16 ans. Malgré la gratuité primaire instaurée, il fait face à de lourds défis, manque d'infrastructures, faible qualité d'enseignement et taux d'abandon élevé. La gestion est partagée, impliquant fortement le privé, structure et niveau matériel non obligatoire. La maternelle, qui n'est pas obligatoire, je le disais tantôt, et l'école primaire, qui en est, oui. L'école primaire, elle est obligatoire. Et aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur ce système éducatif. Ce système a été instauré depuis l'époque coloniale, principalement au début du XXe siècle, avec une convention scolaire clé, signée entre l'État indépendant du Congo et le Saint-Siège en 1906. Quand nous parlons du Saint-Siège, vous comprendrez avec moi qu'il s'agit de l'Italie, mais précisément Rome, l'Église catholique. Allez-y comprendre quelque chose. On va évoluer. Les missions religieuses ont alors assémé des écoles à travers le pays pour l'éducation des masses, suivi par l'introduction de l'enseignement public belge vers les années 1946 jusqu'en 1948. Période coloniale, début 1900 jusqu'à 1960, pratiquement qui a été l'année de l'indépendance pour les pays africains. L'éducation était principalement l'œuvre des missionnaires catholiques et protestants axés sur l'alphabétisation et la formation des bases, puis de plus en plus structurée par l'État belge, notamment avec des écoles officielles vers 1950. Paty, tu vas nous donner la thématique. Très bien. Rachidine Diama. Nous parlons du système éducatif. C'est-à-dire, on va creuser les contenus de ce qu'on consomme à l'école. Pour ne pas parler sur le banc de l'école. L'instruction. Aujourd'hui, la grande question déjà, elle est là. Parce qu'ici, j'ai retracé quand même l'historique. Vous allez entrer du coup dans le vif du sujet. Ce système éducatif instauré, nous l'avons lu ici depuis l'époque coloniale, qui a été révisé un peu plus tard, vers les années 74, avec l'avènement du président Mobutu, mais également aussi vers les années
86, quelque chose comme ça, puis en 2006, avec l'avènement de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui a fait mention de la gratuité de l'enseignement des bases. Quelle étude faites-vous de ces systèmes éducatifs en RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question très pertinente et cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre, dont j'appelle ici aux professeurs et aux autorités étatiques de bien nous suivre. Comme vous venez de le dire, déjà à partir de 1885, à l'époque de l'EIC, État indépendant du Congo, il y avait plusieurs missions protestantes installées à travers la République, à Boma, Viviba, Congo actuellement, Kimpese et Léopoldville, Kinshasa. Mais nous devons nous poser une question. Quel était le contenu ou bien la mission d'installation de ces missionnaires par rapport à l'éducation scolaire? Très bien. Vous allez remarquer avec moi que les produits, j'allais dire profil de ceux qui subissaient le système mis en place n'étaient pas du tout scientifiques ou allant dans le sens à ramener ces autochtones à se développer. Vous allez à l'instruction, vous voulez dire? Oui. Vous allez voir que ces missionnaires qui sont venus installer leurs écoles partout, je venais de citer ici, sont venus avec quel contenu? Le catéchisme. Apprendre aux autochtones comment continuer l'évangélisation. C'était ça. L'interprétation ou l'animation pastorale. Il y avait des formations comme dans le sens des manœuvres qualifiées. Autrement, les ouvriers disciplinés. Mais si nous regardons vers ces années-là, 1885, vous allez voir que les écoles implantées par les missionnaires ne formaient pas de scientifiques, ne formaient pas de penseurs critiques, ne formaient pas encore de leaders politiques. Raison pour laquelle je saute pour venir en 1960, lors de l'indépendance, le Congo à cette époque-là n'avait pas assez d'intellectuels, assez de penseurs. Pourquoi? Parce qu'au début, les écoles avec des missionnaires installés, le contenu n'était pas pour former. Rappelez-vous ce que Léopold avait dit, former aux Congolais qu'il n'existait pas avant que nous arrivions. C'était ça le discours du roi Léopold aux missionnaires affectés à la République démocratique du Congo. Alors, ce qui fait mal est que ce système continue à exister jusqu'aujourd'hui. Or que ce système est vide. Ce système est vide, ce système ne correspond plus aux réalités actuelles. Il n'y a pas praticabilité entre le contenu donné et la réalité de terrain. Je vais vous donner un exemple. Vous venez de dire ici, comme on nous l'enseigne, personnellement moi à travers mes recherches, la RD Congo est née comme un État. En 1885, après partage de l'Afrique, conférence de Berlin. Est-ce que vous pouvez me dire, le président Félix Antoine Tshisekedi comme chef d'État, il est quantième chef d'État? 5e en RDC. Il n'est pas 5e. Parce que si nous faisons référence à 1885 jusqu'à aujourd'hui comme chef d'État, il est 11e chef d'État, chose qui n'est pas enseignée. De 1960 à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il est 5e chef d'État. Mais de 1885, parce que nous, c'est de l'histoire, on ne peut pas changer, nous devons commencer de là jusqu'à aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est le 11e chef d'État. Je suis venu avec un ouvrage. Vous allez voir, il y a un Congolais, un professeur à l'Université pédagogique nationale, il s'appelle qui? Le professeur Kaloubi, il est docteur en lettres, il a étudié à Sorbonne. Qui nous fournit ces explications de 1885 à nos jours, le président Fati est le 11e chef d'État. Parce que le Congo naît comme un État, après partage de l'Afrique par la conférence du Berlin, celui à qui le roi a envoyé pour diriger le Congo venait en qualité d'un chef d'État. D'où, après l'indépendance, il n'y avait pas changement total d'administration. Il y avait seulement la mise en place de l'administration par les autochtones. Donc nous devons commencer à compter de 1885 jusqu'à nos jours. Chose qui n'est pas enseignée dans l'éducation civique et morale, dans les cours de l'histoire dans notre pays. Ce qui signifie qu'il y a dose coloniale dans le contenu du système éducatif de notre pays. Très bien. Vous avez parlé du professeur Louis Kaloubi Nkola,
qui a mis en place cet ouvrage. Il s'agit de la chronologie des chefs d'État de la RD Congo de 1885 à nos jours. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de nous faire voir. Comme quoi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 11e président. Il est le 11e chef d'État du Congo. Du Congo, de 1885 à nos jours. Mais pourquoi? Comment expliquer? Mais c'est clair. Vous venez de dire ici que le système mis en place a commencé juste après signature des Saint-Sièges et les autorités belges en 1885. On suppose que selon les cours de l'histoire, en 1885, juste après partage de l'Afrique dans la conférence de Berlin, le Congo est né comme un État. Alors, ceux qui venaient au Congo, diriger le Congo par les directives de Belges, venaient en qualité de chef d'État. D'où l'actuel chef d'État, ou bien ceux qui ont dirigé le Congo après l'indépendance, sont successeurs de ceux qui avaient dirigé depuis 1885. D'où le président Fathi n'est pas le 5e président. Il est le 11e chef d'État en commençant de 1885 à nos jours. Mais vous allez apporter une confusion au sein de ceux-là qui nous suivent, hein, quand vous le dites. C'est une histoire que vous avez lue à travers cet ouvrage du professeur Kaloubi. Louis Kaloubi. Vous avez dit il est professeur Il est professeur vivant à l'IPEN, il a étudié à Sorbonne. Ok. Donc, on peut parler de l'histoire cachée aux Congolais. Voilà l'histoire cachée aux Congolais. Ça, je suis en train de vous démontrer que le contenu du système éducatif de notre pays a une dose coloniale. Ok. Parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas enseignées. Je vais encore évoquer, en allant vers ces années-là, lorsque les missionnaires sont venus, là, je cite les personnes qui ont existé entre 1885 et 1960. Nous avons par exemple Kimbangu. Kimbangu a subi quelle éducation? Kimbangu a subi une éducation, un système éducatif basé sur les catéchismes, basé sur l'ouvrier discipliné. Mais d'où, par rapport à son intelligence, il a donné apport d'autres aspects que les Congolais jusqu'aujourd'hui ignorent. Un leader, un résistant par rapport aux colons. Chose qui n'est pas enseignée. On nous présente Kimbangu aujourd'hui comme un simple religieux. Nous cachant ce qu'il a fait par rapport à la résistance face aux colons, nous cachant son apport par rapport à la civilisation ou bien à l'éveil de conscience congolaise. Sa dimension intellectuelle aussi. Sa dimension intellectuelle. On n'a jamais parlé de cela. On n'a jamais parlé. Sa lutte également. Sa lutte. On nous cache, on nous présente Kimbangu comme un simple religieux. Un simple religieux. Ce qui signifierait que le système éducatif de notre pays est vide. Je reprends, est vide et ne correspond pas. Il faut dire obsolète. Obsolète. Mais, mon frère, entre obsolète et vide, où est la différence? Parce que le vide que laisse le système éducatif de notre pays est comblé par l'alcool, est comblé par la musique, est comblé par les réseaux sociaux. C'est ce que nous sommes en train de remarquer actuellement dans notre pays. Parce que l'école doit jouer un rôle, bien une mission salvifique, chose qui n'est pas faite. Regardons le parcours. 1885-1960. Pas d'intellectuels, pas de penseurs, pas de leaders. Même à l'époque, on formait quand même les évolués, comme Patrice Emery Lumumba a été évolué. Oui, mais ils étaient nombreux. Cas exceptionnels. Des cas exceptionnels. Parce que s'il y avait assez d'intellectuels, s'il y avait assez de leaders bien formés, je ne pense pas que notre pays, après, nous sommes en 2026, 66 ans, devait se retrouver même place. Mais jusqu'à quand la République démocratique du Congo a commencé à former les intellectuels? En tout cas, je peux prendre l'exemple de 1860, juste après l'indépendance. C'est le début que les Congolais, qui ont pris leur propre administration, étant autochtones, devraient commencer à penser à décoloniser le système éducatif. Chose qui n'est pas faite. Alors, à l'heure actuelle, avec plusieurs défis, vous le savez, la République démocratique du Congo est aujourd'hui les poumons du monde entier. En ce qui concerne même notre faune, le minerai que nous avons, les minéraux stratégiques que le monde cherche, nous en avons en République démocratique du Congo. Alors, vu que nous avons un système éducatif vide, comme vous l'avez dit, moi je vais parler au moins d'un système archaïque,
pas actualisé aux réalités quotidiennes, est-ce que cela aujourd'hui peut nous aider, nous Congolais, nous apprenants, nous chercheurs, d'avoir au moins l'idée de transformer et de trouver important ce que nous avons au Congo pour l'exploiter ou soit l'exposer, l'expliquer au monde. Parce que généralement, ce que nous avons au Congo, nous l'apprenons au travers les autres. Et nous Congolais, nous sommes ignorants de cela. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe exactement, c'est manque de volonté de nos autorités. Je prends l'exemple actuellement avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a la volonté de faire décoller le pays. Mais son entourage, ceux qui sont chargés des secteurs d'enseignement, de l'éducation, n'arrivent pas à porter des solutions aux problèmes. Parce que là, nous considérons déjà notre système éducatif étant malade. Vous venez de poser une belle question. Nous sommes un pays riche en sol et sous-sol. Mais est-ce que le président de la République, la première ministre Judith Soumina Toulouka, le ministre d'enseignement au niveau national, au niveau provincial, pense mettre ou bien créer dans notre pays l'université technique axée sur des filières de mines, par exemple? Parce que nous en avons. Et l'université peut fonctionner, par exemple, dans des provinces où il y a plusieurs minerais. Katanga, par exemple. Est-ce que le gouvernement y pense? Chose qui n'est pas faite. Nous avons des filières aujourd'hui qui ne contribuent absolument à rien. Je prends un exemple, la scientifique. Nous avons plusieurs écoles à travers la République qui a comme option la scientifique. Donc, dans ces écoles, il n'y a pas de laboratoire. Ces enfants-là sont formés comment? Et puis, pour devenir qui dans ce pays? Pas de laboratoire, mais il y a la scientifique. Et vous avez la commerciale, on vous forme en commercial, pas d'entreprise, pas d'assez d'entreprise. Il n'y a pas accommodation, il n'y a pas vraiment mariage entre le contenu du système et les réalités de terrain. Or que comme nous sommes dans un pays riche, on pouvait avoir des options, par exemple, mine, géologie, transformation locale. On peut avoir des options comme technologie et innovation locale. On peut avoir des options comme santé communautaire et biomédecine. On peut avoir des options comme par exemple gouvernance citoyenne et paix. Parce que le système éducatif de notre pays doit aussi aller dans le sens des réalités de l'histoire du pays. Guerre du Congo, après l'indépendance, colonisation, les contenus du système, les contenus d'enseignement, les programmes doivent aller dans ce sens pour éveiller les Congolais à être capables à trouver des solutions aux problèmes. Alors, pour ne pas embrouiller ceux qui nous suivent, je vais commencer d'abord par retracer et adhérer dans ce que vous venez de dire. Pourquoi aujourd'hui, nous félicitons d'abord le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a pensé rénover les bâtiments des institutions supérieures en RDC. Vous avez retapé l'UNIKIN, INBTP, Académie des Beaux-Arts. Aujourd'hui, vous avez rénové l'université de Mboujmaï, l'université de Kananga, Chapeau-Bas, ainsi de suite. Monsieur le Président de la République, quand est-ce que vous allez penser doter la République démocratique du Congo, je vais loin pour dire de l'Afrique, doter à la RDC et à l'Afrique une université minière, une université avec la spécialité des mines. Mon frère l'a dit ici, avec plusieurs filières, gestion des mines, transformation des mines, et aussi vous avez parlé de gouvernance et paix. Voilà. Cela fera allusion justement au conflit que nous avons eu plusieurs fois en République démocratique du Congo, et nous pouvons étudier sur cela, connaître d'abord l'histoire, retracer et puis lancer les perspectives de sorte de protéger aussi l'intégrité territoriale. Parce que la protection de l'intégrité territoriale commence tout d'abord par la théorie qui est l'enseignement, et la pratique est la force sur terrain. Quand est-ce que les chefs de l'État, ensemble avec ses collaborateurs, penseront-ils à ce genre d'initiative? Une université avec spécialité le mine, ça sera, si je ne m'abuse, une première en Afrique. Une première. Une université minière
qui sera érigé au Katanga, qui sera érigé dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi dans les Grands Kassai, vous allez trouver, je ne sais moi, mais vers même Lodja là-bas, parce qu'à Lodja, il n'y a absolument rien. Cette université permettra à d'autres Africains de venir apprendre la gestion des mines, la transformation locale et tout ce qui va avec dans ce secteur de matières premières, parce que nous avons en RDC. Au-delà de ça, une université également aussi, une université verte, permettez-moi de le dire, environnementale. Sur le climat. Nous avons la faune, nous avons la flore. Nous sommes le poumon du monde. Avec la réserve que nous avons au niveau équatorial. Est-ce que ces genres d'initiatives, ceux qui nous gèrent ne peuvent pas y avoir pour se démarquer? On gère pour laisser l'histoire. On gère pour laisser les traces. Et on gère pour satisfaire, pour innover. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de l'innovation dans ce qui est en train d'être fait en République démocratique du Congo, dans les secteurs éducatifs? Ce que nous demandons au chef de l'État, ou bien ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est justement pour prouver noir sur blanc que les chefs de l'État plutôt doivent décider très rapidement, surtout par rapport au système éducatif de notre pays. Parce que nous nous rendons compte, et puis c'est vrai que lors de l'indépendance, nous avons changé que les drapeaux, nous n'avons pas pris le temps, nous n'avons pas mis les mécanismes en place pour faire décoller ces pays ici. Très bien. Vous savez, nous avons les élèves qui nous suivent en ce moment. Il y a un cours que nous avons appris avec vous, civisme à l'époque. Actuellement, c'est l'éducation civique et morale. Ok. Il y a 2 ouvrages. Vous avez ici Ma patrie. Dans ces ouvrages ici, les cours de l'éducation civique et morale, de l'école primaire, secondaire surtout, le premier chapitre, c'est connaissance de soi et de son milieu. Ok. Là-bas, comme contenu, on vous enseigne les provinces, la cartographie, le pays. On marginalise, on met de côté les ethnies pour renvoyer les élèves à la cohésion nationale. Nous devons connaître c'est quoi les Banyamulenge, c'est quoi les Luba, c'est quoi leur potentialité. C'est aussi une richesse culturelle, mon frère. Pourquoi pas étudier? C'est ignoré dans ces ouvrages. Nous avons parlé de littéraire. Livre 6e, Initiation à la philosophie. Initiation à la philosophie. Vous allez voir que dans cet ouvrage, on parle quelque part de Tempel comme père de la philosophie africaine. Mais tout en marginalisant ceux qui sont venus après lui. Pourquoi on doit présenter Tempel comme père de la philosophie africaine pendant que dans la philosophie grecque, on parle des philosophes présocratiques. Ceux qui ont parlé sur la cosmologie, ceux qui ont parlé de l'existence du monde et tout, on les reconnaît, mais nous, en Afrique, on nous ignore tout en présentant un Belge comme père de la philosophie africaine. D'où nous devons prendre le temps de réfléchir, tout en suppléant les chefs de l'État, parce qu'il a la volonté, et il peut le faire, de faire décoller ces pays. Mon frère venait de dire ici, les journalistes venaient de dire ici, pourquoi pas mettre en place l'université verte. On nous enseigne en géographie le fleuve d'Europe. On nous enseigne en géographie les climats tempérés. On nous enseigne en géographie des forêts, des pays industrialisés. Mais chez nous en Afrique, chez nous au Congo, peu de maîtrise des bassins agricoles locaux. On ne connaît pas. On parle peu de connaissances des sols de notre pays. On parle peu sur la cartographie communautaire de notre pays. Vous avez par exemple dans notre pays, les États-Unis. Les États-Unis, si nous nous référons à leur histoire, ils ont changé le système éducatif du pays plus de 6 fois. Et ils ont changé par rapport à l'histoire, par rapport aux événements. Ils ont contextualisé. Le système éducatif. Également. Vous voyez aujourd'hui, avec Moïse Nonzan qui nous a ramené le système LMD. Pourquoi ça ne tient pas? C'est parce que les réformes devraient commencer à l'école primaire. Revoir les contenus, les programmes au niveau secondaire. Revoir les options pour marier, pour mettre en exergue ces options.
démocratique du Congo. Voilà, vous avez étudié en RDC, vous avez vécu à l'extérieur du pays. Faites au moins, pour les téléspectateurs qui nous suivent, une étude comparative de l'éducation étrangère et l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a nuance et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à cela? Mais d'abord, il y a déjà un problème, un débat entre le mot instruction et éducation, qu'il ne faut pas confondre. Mais les deux sont complémentaires. À l'école, on va pour s'instruire, principalement. Et en second, il y a l'éducation qui vient, puisque au moment où j'arrivais, on parlait d'éducation civique, etc. Donc, il y a l'instruction, il y a l'éducation. Mais il s'avère que notre éducation nationale a quelques failles. Qui se situe à quel niveau? À quel niveau? Déjà au niveau de l'enseignement primaire. Déjà, au départ, les enfants vont à l'école trop tard. Très peu sont inscrits à la maternelle, puisque ailleurs, les enfants commencent à 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 5 ans pour la maternelle, où ils apprennent quand même quelques bases. Et après, ils rentrent à 5, 6 ans, ils rentrent à l'école primaire. Et l'école primaire, notamment les cas de la France que je connais bien, l'école primaire, c'est 5 ans pour apprendre tout ce qui est instruction des bases. Et le secondaire, c'est 7 ans. Chez nous, j'ai laissé 6 ans primaire, 6 ans secondaire, même si aujourd'hui, je pense que ça a changé. Au niveau appellation et autres. Nous avons maintenant la au niveau contenu, 7e et la 8e. Ex-premier CO, deuxième CO. Quand on regarde le contenu, jusqu'à une certaine date, disons, quand nous avions étudié, ceux qui ont fait le collège Albert Ier, disons Boboto aujourd'hui, ou l'Athénée de la Gombe, pourtant d'un côté tu avais les catholiques, de l'autre c'était l'État. Vous verrez que l'enseignement qui soit de l'école d'État, l'école qu'on appelle ici laïque, ou de l'école catholique, c'était plus ou moins au même niveau. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les niveaux des élèves, des écoliers, les niveaux a baissé puisque les enseignants ne sont plus les mêmes. Ils ne sont pas formés comme ceux d'avant qui étaient formés réellement pour traduire l'enseignement. Ça pose un problème à ce niveau, déjà au niveau de l'école primaire. Au niveau de l'école primaire aussi, autant on a décrié les Belges. Les Belges faisaient en sorte que la plupart des enfants aillent à l'école. Chez nous, malgré la gratuité de l'enseignement, qui a ramené 4 à 5 millions d'enfants à l'école, mais il y a au moins 7 millions qui sont toujours dehors. La gratuité, c'est une très bonne chose, une très bonne politique, mais qui a ses failles aussi dans le sens où les parents continuent à payer. Envoyer un enfant à l'école, ce n'est pas seulement le fait de ne pas payer le Minerval, mais aussi c'est le fait d'avoir des moyens pour acheter des cahiers, acheter des livres, acheter de tout ce qui a trait à l'instruction. Ça pose un problème là-dessus. C'est encore quelque chose qui bloque certains parents pour envoyer les enfants à l'école. Faites au moins cette analyse comparative de l'éducation au niveau national. Oui, là-dessus, quand on regarde la France, par exemple, ceux qui sont à l'école primaire, on n'achète pas, à moins d'aller dans une école privée. Dans les écoles d'État, on n'achète ni livres, on n'achète pas. Là, on va arriver vers l'université. On n'achète pas les livres. Les livres sont des livres de l'école donnés aux enfants par l'école, qu'ils rendent après l'année, etc. Et nous avons également vécu cela en 6e primaire, je me rappelle. Où les écoles donnaient des livres, etc. Ces livres restaient à l'école où on pouvait partir avec à la maison, mais à la fin de l'année, on doit restituer ces bouquins. Donc, tout était facilité pour le savoir. L'école primaire, c'est la base. Quand quelqu'un finit l'école primaire en France, par exemple, CM2, puisqu'il y a le CP, CE1, CE2, CM1, CM2, vous finissez l'école primaire. C'est d'un très bon niveau. Si je vous dis aujourd'hui qu'à l'école primaire, moi je l'ai fait ici quand j'étais au collège, à l'école primaire ou au niveau cycle d'orientation, surtout à l'école primaire, on apprenait à disséquer les animaux, notamment les grenouilles, à regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour comprendre comment le corps fonctionnait. La composition. Et puis on le recousait pour les laisser partir, en prenant toutes les précautions. Donc il faut dire qu'au niveau de l'enseignement des bases, il n'y a pas de comparaison à faire. Ici, nous sommes en retard, en très grand retard. Aujourd'hui, il y a combien d'écoles où
on apprend aux enfants à mesurer les mètres, décamètres réellement sur le terrain. Il n'y a plus d'écoles qui font ça. Et aujourd'hui, il y a combien d'écoles ici, au niveau de l'école primaire, où on apprend à voir la quantité de ce qui est centilitres. Donc nous sommes en manque de matériel didactique. De matériel didactique. Et ce même problème se pose au niveau de l'université. Quand les gens critiquent le niveau de l'université, ici les gens disent que c'est injuste, puisqu'on forme des médecins comme ailleurs, on forme des ingénieurs comme ailleurs. Faux. Ailleurs, il y a des laboratoires, il y a des trucs comme ça. Ici, peut-être l'enseignement théorique, qui date d'ailleurs de Mathusalem, et cet enseignement n'est pas renouvelé. N'est pas actualisé. N'est pas actualisé, dans le sens où vous parlez des syllabus. Mais c'est de la rigolade. Moi, je suis à l'université, ce que vous appelez syllabus là, vous achetez. Nous avons des grandes quantités de syllabus donnés gratuitement par l'université. Et là, c'est pendant les travaux dirigés, que vous appelez ici, je crois, travaux pratiques. TP. Okay, TP. Ouais, nous, on appelle ça travaux dirigés. Mais c'est gratuit. Même dans certains cours magistraux, les professeurs viennent avec ce que vous appelez... Mais déjà, à ces problèmes, Félix Tshisekedi avait déjà trouvé la solution en interdisant aux professeurs de ne plus commercialiser les syllabus. Oui, mais c'est bien de le dire. Mais c'était aussi bien de faire en sorte qu'à la place des syllabus, il y ait des appuis à ces cours-là, rénotypés, qu'on distribue à ses étudiants gratuitement. Donc il faut aller jusqu'au bout. L'idée n'était pas mauvaise de faire vendre les syllabus. D'ailleurs, c'est ça qui rend certains professeurs feignants. Ils ont le même syllabus depuis 20 ans. Ça ne change pas, c'est pas actualisé. Ces professeurs n'ont pas le temps d'aller se ressourcer pour apprendre l'évolution de leur science. Mais attendez, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que avant la rentrée scolaire, les écoles, c'est-à-dire les promoteurs des écoles, tiennent ou organisent des conférences, des séminaires, des mises à jour pour les enseignants, en faveur des enseignants, de sorte qu'ils se remettent au moins à jour? Il y a une obligation, je pense que dans la loi, même ici, il est bien prévu que la formation des enseignants doit être une formation permanente. Et cela doit être vrai pour les salariés de l'administration, du privé, etc. La formation doit être quelque chose, une des pièces maîtresses de la gestion de l'État, au niveau de l'enseignement, au niveau des administrations également, qui est une formation permanente. Puisque vous évoquez la loi, est-ce qu'elle est respectée? Non, mais qu'est-ce qui est respecté ici? Avant de parler, qu'est-ce qui est respecté dans ce pays? Le président décide certaines choses. Qui suit ce que le président dit? On a dit plus question d'avoir pour un ministre 5 ou au niveau de leur convoi 5, 7 bagnoles, etc., des gyrophares, etc. Qui les respecte? Pourtant, le chef de l'État l'a dit. Même les ministres et eux-mêmes désobéissent au président. Bien sûr, donc rien n'est respecté, ne parle pas de la loi que tout le monde ne connaît pas. Même si on dit que la loi est dure, c'est la loi, tout le monde est censé connaître la loi. Alors, nous rentrons ici pour parler de l'éducation nationale, bien oui, mais faisons allusion au cours, par exemple, au cours d'histoire et de la géographie. Nous réalisons que nous apprenons des cours qui nous servent pratiquement à rien. Ah non, il ne faut jamais dire ça. Ah, mais oui. Non. J'ai entendu même mon interlocuteur parler du fait qu'on apprend l'Europe, on apprend beaucoup de choses. Au contraire, c'est un plus. On a beaucoup appris de l'Europe. C'est bien. Au lieu et place d'apprendre le Congo, nous avons une très grande histoire que nous n'avons pas appris dans son ensemble. Là, je suis d'accord, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas mettre en contradiction l'enseignement de l'Europe, du monde. Dixième rue, ma télévision. La confiance rime avec le contrôle.